Chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Ma part de vérité, coproduite par Comensi et Ivoire 114, nous recevons le président Christian Wabé du parti RPCI-AC. Oui, cette fois-ci, pour sa victoire juridique contre Ali Coulibaly. Monsieur le Président, quel effet cela vous fait de gagner aujourd'hui un procès contre un membre influent du clan Ouattara, en l'occurrence Ali Coulibaly? C'est une joie. C'était pas gagné d'avance. C'est une grosse machine, l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara, le ministre ambassadeur Ali Coulibaly, c'est une grosse machine. Des avocats influents du barreau de Paris, maître Jean-François, Jean-Paul Mignat et Jean-Paul Benoît, ce sont des ténors du barreau de Paris. Remporter une telle victoire, c'est une grosse victoire, une satisfaction. Le droit a été dit. David a terrassé Goliath, comme dans la mythologie. Et pour moi, c'est le droit a été dit. On n'est pas dans un cas de justice des vainqueurs, comme en Côte d'Ivoire malheureusement. Je dédie cette victoire au peuple de Côte d'Ivoire, à Simone Veil Gbagbo qui vient d'être condamné à 20 ans de prison, alors qu'il n'y avait aucune preuve contre elle. À Michel Gbagbo, condamné à 5 ans de prison et interdiction de ses droits civiques, parce qu'il porte le nom de Gbagbo. Pour moi, c'est une victoire qui va en appeler d'autres. C'est une victoire qui est annonciatrice de d'autres victoires. Je suis satisfait. Je félicite la justice française qui a dit le droit, qui est équitable et impartial, raison pour laquelle le ministre ambassadeur Ali Coulibaly a retiré sa plainte parce qu'il savait que le droit allait être dit, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire où règne la justice des vainqueurs. Voilà mes premiers sentiments. Vous êtes accompagné de votre avocat, de maître Téti Gervais. Alors maître, votre client vient d'être lavé de toute soupçon par le parquet de Paris. Et si c'était le parquet d'Abidjan, pensez-vous gagner ce procès? Je vous remercie pour la question que vous me posez. Vous me demandez de faire le parallèle entre la justice française et la justice de Côte d'Ivoire. Ici, en France, nous sommes, dites-vous, au centre, parce que Paris constitue le centre du droit international, parce que Paris est un centre, une ville de 27 000 avocats. Et nous sommes en concurrence avec des grands États comme les États-Unis, New York et Londres. Par conséquent, il n'y a pas de complaisance dans la justice et dans le droit que nous appliquons ici en France. Par conséquent, mes confrères qui étaient en face de moi, qui ont défendu le ministre Ali Coulibaly, ont joué pleinement leur rôle, c'est-à-dire le rôle d'avocat. Ils ont été des excellents conseillers parce qu'ils ont vu ce qui arrivait, c'est-à-dire que la situation qui prévalait à ce moment dans l'affaire qui fait litige aujourd'hui. Par conséquent, ils ont dit à leurs clients qu'il fallait arrêter les dégâts. Donc, un simple désistement d'instance permettait de sauver les meubles. Voilà pourquoi les choses se sont passées de cette sorte. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça serait passé autrement? En Côte d'Ivoire, il faut dire, il y a des confrères que je respecte, il y a des magistrats que je respecte, mais je ne suis pas sûr que les choses se seraient passées de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ici en France, nous ne tenons pas compte de la richesse du client. Nous parlons droit. Les magistrats qui sont en face de nous parlent droit. Par conséquent, la confrontation entre les avocats et les magistrats dégage ce qu'on appelle la jurisprudence, dégage des notions et des principes qui sont basés
uniquement sur le droit. Il n'y a pas ici une convoitise ou la volonté de s'enrichir. Voilà pourquoi, ici en France, il y a eu un désistement d'un ministre qui, les confrères le savaient, avait les moyens de payer autant qu'il le voulait pour pouvoir poursuivre la procédure. Si c'était en Côte d'Ivoire, cette procédure aurait été poursuivie parce que le confrère qui serait l'avocat de M. Koulibaly aurait voulu tirer profit de sa position pour poursuivre une procédure qui, il le savait bien, menait directement dans le mur son client. Alors justement, maître, je ne vous coupe pas, mais justement, maître, si Ali Koulibaly faisait appel, si c'était le cas, êtes-vous prêt encore à l'affronter de nouveau? Oui, si malheureusement il ne peut pas faire appel parce que c'est lui qui s'est désisté. Déjà, il est demandeur parce que c'est lui qui accuse ma cliente, Ivoire Business, d'avoir fait une diffamation. Et il s'est retiré volontairement. Et le tribunal en a pris acte. Par conséquent, il ne peut pas faire appel. S'il avait voulu faire appel, il serait parti jusqu'au bout. S'il était condamné, il allait en appel. S'il était condamné, il allait en appel. Pour qu'il puisse demander la satisfaction de ses désirs, c'est-à-dire que la satisfaction de ses prétentions. Mais seulement, ici, c'est lui-même qui a demandé à ce que la procédure s'arrête là. Pour ne pas qu'il y ait un déballage qui, peut-être, ne lui était pas favorable. Vu les circonstances aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est compréhensible. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que si c'était un confrère qui était en Côte d'Ivoire, enfin, un confrère de Côte d'Ivoire, il aurait poursuivi cette procédure. Quand bien même que il savait que son client était en mauvaise position. Voilà. Quel cachet Ali Koulibaly quand il a retiré sa position, quand il a dit simplement il ne va plus poursuivre cette procédure, qu'est-ce qu'il cachait en fait? Il appartient à M. Ali Koulibaly de savoir ce qu'il cachait. Pour nous qui sommes ses adversaires, nous savons que nous avons fait un travail de fond, un travail de fourmi. Donc nous l'attendions. Parce que nous avons soulevé tous les textes fondateurs de la profession de journaliste et que mon client a respecté scrupuleusement la déontologie des journalistes. Donc, il n'y avait rien à lui reprocher. Donc nous attendions à ce que les confrères qui défendent M. Ali Koulibaly nous démontrent ce qu'ils nous reprochent. Donc, alors, Monsieur le Président, non seulement vous êtes président de votre parti, mais vous êtes aussi journaliste. Quelle comparaison faites-vous entre les deux juridictions, françaises et ivoiriennes? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à la justice des vainqueurs. C'est une justice à sens unique qui sert à mettre l'opposition ou des adversaires politiques redoutables sous l'éteignoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon Levé Gbagbo, par exemple, vient d'être condamné à 20 ans de prison sans preuve et interdiction de ses droits civiques. Donc, c'est une adversaire politique redoutable qui est mise sous l'éteignoir. Aboudaman Sangaré, président du Front populaire ivoirien, vient d'être condamné également par la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire et interdiction de ses droits civiques. Donc, vous voyez, c'est un adversaire politique qui est mis sous l'éteignoir. Ici, il n'y a pas d'adversaire politique à mettre sous l'éteignoir. Il y a un droit à dire. On se base sur le droit et on le dit. Indépendamment de votre puissance ou de surface financière, indépendamment de votre puissance politique ou de votre position politique dans le pays. Et c'est pour ça que, vous voyez, un simple dirigeant des partis politiques, patron des presses, Ivoire Business, a pu effectivement battre un État de Côte d'Ivoire, représenté ici par le ministre ambassadeur Ali Koulibaly. Vous voyez, il y a
une disproportion flagrante. Mais ça n'a pas empêché que nous puissions vaincre dans la procédure. Donc voilà la différence que nous faisons. Et je me battrai en tant que président du RPCAC, en tant que l'un des principaux leaders de l'opposition, pour que la Côte d'Ivoire redevienne un état de droit. Pour que la justice ivoirienne soit une justice équitable et non une justice à sens unique, qualifiée honteusement de justice de vainqueur. Aujourd'hui, la justice ivoirienne est la honte de la Côte d'Ivoire. Partout, on en parle. Alors, maître, aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour dire, bon, aujourd'hui, c'est un événement. Vous venez d'avoir une victoire. Peut-on savoir aujourd'hui le fond de cette histoire? Parler du fond de cette histoire alors que les confrères se sont... alors que M. Ali Koulibaly s'est désisté, ça peut justement ne pas parler du fond qui s'est désisté. Donc, parler du fond, c'est encore mettre le doigt sur un litige que nous attendons, ou plutôt que les confrères conseillers de M. Ali Koulibaly ont voulu qu'il se règle à l'amiable et qui se règle compte tenu de la situation d'apaisement qu'il y a en Côte d'Ivoire, enfin, telle qu'ils considèrent la situation en Côte d'Ivoire une situation d'apaisement, ils ont voulu se retirer. Par conséquent, il n'est pas indiqué à ce que ici, je puisse parler du fond. Ce serait aller à l'encontre et ce serait une manière de présenter ou de dire de façon irrespectueuse la volonté que les confrères m'ont manifestée en me disant de façon confraternelle que leur client s'est retiré de la procédure. Alors, Président, comme je le revenais encore vers vous pour dire que votre conseil, Maître Titi et Gervais vient de le dire tout à l'heure, qui ne peut pas entrer dans les détails ni le fond de cette histoire. Mais vous, en tant que le client, vous, en tant que client, vous, en tant que vraiment l'homme autour duquel même aujourd'hui l'histoire se tourne. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, comment allez-vous défendre? L'affaire éclate en 2012. Il y a une alternance militaire en Côte d'Ivoire. Ivoire Business, dont je suis le patron, prend fin aux causes pour l'ancien régime. C'est-à-dire que Ivoire Business dit que l'élection présidentielle ivoirienne a été gagnée par le président Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas la version officielle du moment. Donc dès lors, Ivoire Business gêne le pouvoir en place, gêne la version officielle et gêne certaines chancelleries occidentales du moment des faits. Donc l'affaire sert un peu de paravent en ce moment-là. Sinon, c'est une affaire très simple. La source de cette affaire, scandale sexuel, dans laquelle l'ambassadeur Ali Koulibaly était présumé être mêlé, la source est connue, nous l'avons citée. Cette source-là n'a jamais été inquiétée. C'est une source publique. Comme mon conseil l'a dit, ce n'est pas le moment de faire le déballage, mais on a vu qu'on a laissé la source pour s'attaquer à Ivoire Business parce qu'il représentait effectivement une menace en tant qu'organe de presse. Il fallait faire taire Ivoire Business, il fallait fermer Ivoire Business, il fallait inquiéter Ivoire Business, il fallait museler Ivoire Business. Ça s'est vu plus tard, puisqu'en 2013, un journaliste d'Ivoire Business, Désiré Oué, était assassiné à son domicile par des escadrons de la mort. À ce jour, aucune enquête n'a été diligentée, les coupables courent toujours, aucune arrestation n'a été faite. Et cela vous a inquiété? Oui, je suis visé et à défaut de m'avoir, on tue un de mes journalistes. Voilà comment ça se passe. Donc, cette affaire de mon journaliste Désiré Oué, quand il y a eu les affaires Charlie Hebdo, j'avais dit que je suis Charlie Hebdo et j'étais également Désiré Oué. Voilà. Donc, voilà le contexte, voilà l'ambiance de l'affaire au moment des faits. Donc, Ivoire Business a respecté scrupuleusement l'éthique et la déontologie inhérente à la profession d'avocat. Nous sommes des journalistes qui sont accrédités en France, qui sommes reconnus en France par nos confrères. Nous sommes accrédités à l'Élysée, au Palais Bourbon, etc. C'est-à-dire que nous respectons scrupuleusement l'éthique et la déontologie. Alors,
Maintenant, vous me demandez, quelle suite à cette affaire? Ivoire Business a été abusivement accusé de diffamation envers un ambassadeur, ministre aujourd'hui de l'intégration africaine, et puis avoir sali le prestige de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, on voit bien que c'est une accusation abusive, puisque aujourd'hui, le ministre ambassadeur Ali Koubali et les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont retiré leur plainte. Je pense qu'avec mon conseil, nous allons porter plainte pour accusation abusive. Parce que mon honneur, le prestige de mon journal, mes proches, ma famille, nous avons souffert de cette affaire. Donc, comme ça, si un coup de baguette magique, l'affaire n'existe plus, pour nous, ça ne s'arrêtera pas là. Nous porterons plainte, nous aussi, au tribunal de grande instance de Paris, mais plus sur le fond de l'affaire. Alors, Monsieur Christian Vabé, vous êtes donc président de Ivoire Business, mais vous êtes aussi et surtout président de RPCI AC. Alors, vous venez donc de remporter une grande victoire, une victoire majeure, comme vous le dites. Et mon confrère vous a demandé si c'était en Côte d'Ivoire, quelle aurait été, selon vous, la décision de la justice. Bien, ce que je voudrais savoir, M. Christian Vabé, vous, en tant que futur présidentiable, ou même présidentiable, disons-le, si vous étiez président de Côte d'Ivoire, est-ce que la justice ferait partie de vos préoccupations? Alors, pour moi, la justice serait l'une de mes priorités. Sinon la priorité. Pourquoi? Parce qu'un pays sans justice est un pays qui va à sa perte. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Dans tous les domaines. Dans le domaine politique, vous voyez, c'est la justice des vainqueurs. À sens unique, où on décapite, on coupe les têtes des opposants, on met les opposants hors d'état de nuire, etc., etc. Dans le domaine des affaires, des barons du pouvoir sont dans l'impunité la plus totale. Ça veut dire que vous avez une entreprise en Côte d'Ivoire, vous faites du chiffre d'affaires, vous faites des affaires, n'importe qui proche du pouvoir actuel peut venir s'accaparer de votre affaire et vous n'aurez pas gain de cause parce que aucune justice ne viendra à votre secours. Vous voyez? Donc la justice réglemente la vie d'une nation. La justice, les investisseurs, des gens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les investisseurs réfléchissent par 2 fois avant de venir investir parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la garantie qu'en cas de litige, leurs intérêts seront préservés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en cas de litige, un membre influent du pouvoir en place, face à une entreprise étrangère qui n'a pas assise, qui est juste protégée par son ambassade, cette entreprise-là n'a pas la garantie que ses intérêts seront préservés, que la justice sera dite, que le droit sera dit dans un litige commercial. Vous comprenez? Donc vous voyez, la croissance d'un pays, la création des richesses d'un pays, les emplois dans un pays sont liés à la justice. Le bien-être dans un pays sont liés à la justice. Donc pour moi, si demain, comme je le dis, je suis présidentiable, la justice sera au cœur de mon programme, de mon projet. Alors, Christian Vabé, j'enchaîne en même temps dans la même voie que le confrère Boula King. Je vous disais que vous venez de gagner. C'est un honneur pour l'Africain, c'est un honneur pour l'Ivoirien. À qui dédiez-vous cette victoire? Alors, vous savez mon lien charnel avec le peuple de Côte d'Ivoire. Combien de fois je n'ai pas lancé des appels au peuple, à la nation? Donc pour moi, la victoire, je la dédie au peuple de Côte d'Ivoire. Ça c'est, pour moi, c'est la victoire du peuple. Le peuple se bat pour une justice équitable. Le peuple se bat pour une justice qui ne soit pas une justice des vainqueurs. Mais aussi à mon conseil,
Maître Javert Téti, qui est quand même aujourd'hui un ténor du barreau de Paris. C'est vrai, son humilité dit-elle en souffrir. Mais c'est un ténor du barreau de Paris. Je suis fier de voir que des jeunes Ivoiriens sont des ténors des barreaux dans les pays occidentaux. C'est la preuve que quand partout où les Ivoiriens sont, ils réussissent à s'imposer. Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le règne de la médiocrité. On a des promotions. S'il avait été en Côte d'Ivoire, il n'aurait pas été un ténor. Parce que n'ayant pas été de l'ethnie du chef de l'État ou de l'ethnie dominante au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est quand on est de la bonne ethnie qu'on a des promotions ou qu'on a les armes. Ce n'est pas ma conception de la nation, de la vie politique et de la gestion des affaires. Pour moi, le mérite, la promotion s'est faite au mérite, selon la compétence et non sur la base tribale et ethnique. Quel appel vous lancez à vos confrères ivoiriens? L'appel que je peux lancer aux confrères ivoiriens est aujourd'hui que les confrères doivent savoir qu'ils ne sont pas dans une bulle. Ce sont des avocats ivoiriens. Ils appartiennent au barreau de Côte d'Ivoire. Et il est dit que la Côte d'Ivoire possède 40% du PIB de l'Union, l'UEMOA. Donc, il doit être puissant. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Les grands cabinets américains, les grands cabinets européens viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Il y a des confrères africains, des pays voisins, mais aussi des pays lointains qui peuvent venir s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent abandonner leurs petites habitudes qui consistent à faire qu'on appelle un arrangement entre eux et les magistrats. Ces coups de fil d'après 18 heures ou ces visites inopportunes après 18 heures dans les cabinets ou dans les bureaux des magistrats ou dans les cabinets des avocats ou des coups de fil aux clients que les magistrats font, il faudrait qu'ils arrêtent ça. Il faudrait aussi qu'ils instaurent une formation continue, aussi bien pour les magistrats que pour les avocats. Parce que les confrères qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire ne leur feront pas de cadeaux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont ivoiriens que les clients s'adresseront forcément à eux. Il faut être puissant. Il faut dire le droit. Il faut plaider le droit. Parce que les clients qui viennent, nous avons des grandes infrastructures. Nous avons le port. Nous avons 2 ports. Et la Côte d'Ivoire est un pays phare dans l'Ouest africain. Donc, s'ils ne font pas attention, ils seront submergés et complètement effacés par ceux qui viendront s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont l'obligation de se former, de s'informer, au lieu de se fier à la plaisanterie avec comment on appelle les magistrats. Il y a un débat qui est ouvert en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela a été résolu parce qu'il s'agissait de la libre installation des avocats de la sous-région de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Il y avait une résistance forte des avocats ivoiriens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, ce débat est dépassé, puisque j'ai des informations qu'il y a des grands cabinets qui s'installent. Donc, il faut qu'ils se mettent au niveau de ces avocats, de ces cabinets, pour ne pas qu'ils triment. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'ils sont ivoiriens que forcément les investisseurs étrangers viendront chez eux. Parce qu'un investisseur étranger qui vient en Côte d'Ivoire est déjà informé par son consulat, par son ambassade, de tout ce qui se passe. Ils savent quel est l'avocat qui est à même de défendre leurs intérêts.
ils savent quel est le magistrat qui est à mesure de dire le droit. Donc, ils sont informés de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire au tribunal avant d'arriver. Donc, il leur faut être à mesure de contre-attaquer ceux qui arrivent pour qu'ils puissent conserver leur position. Merci, maître. Si je rebondis donc sur la question de mon confrère, vous avez mis en balance le jeu entre l'avocat et le magistrat et aussi dit que, disons, le métier d'avocat est un métier international. Alors, la question que je vous pose, entre l'avocat et le magistrat, qui a le rôle le plus prépondérant, sachant que c'est le magistrat qui dit le droit? Si le magistrat est corrompu, l'avocat, nous le savons, est un client. Du moins, ce n'est pas un client, c'est un commerçant en quelque sorte. Donc, de l'avocat et du magistrat, qui devrait être en formation continue en Côte d'Ivoire pour le bien de la justice de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Mais je ne dirais pas que le juge, et c'est justement l'impression que les confrères et les magistrats eux-mêmes ont d'eux-mêmes, puisqu'ils considèrent que c'est eux qui prennent la décision. Donc, un client qui viendrait voir un avocat et qui les négligerait, la menace est que, dans tous les cas, c'est moi qui prends la décision. Donc, tu vas tourner en rond et tu viendras me voir. Mais ce n'est pas ça le rôle du magistrat. L'avocat et le magistrat sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'avocat, son rôle, c'est de prendre les faits, les preuves, et tout cela dans un moule juridique qu'on transmet au magistrat. Et il appartient au magistrat d'analyser ce qui lui est soumis et d'en prendre une décision. Puisque si l'avocat a bien fait son rôle, s'il a réuni toutes les preuves, aujourd'hui, malheureusement, l'exemple patent est là, avec les 83 probabo. On demande, et c'est complètement ridicule. Ce sont là où on s'aperçoit que c'est à la fois les prévenus et les témoins qui ridiculisent les magistrats. C'est eux qui dirigent le débat au palais. Tout simplement parce que les magistrats n'ont pas le niveau. Ils ne sont pas à mesure de s'imposer devant les prévenus. Voilà la situation qui se pose. C'est pourquoi le rôle de l'avocat, c'est d'attirer le magistrat à prendre la bonne décision, parce qu'il ne peut pas prendre une décision contraire face à une évidence. Voilà le problème. Donc l'avocat est le moteur, bien qu'il n'ait pas le dernier mot, mais c'est lui qui est le moteur de la procédure dans laquelle il est impliqué. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque les avocats font le jeu des magistrats, nous voyons ce qui se passe. Parce que il n'y a pas, les avocats ne font pas leur rôle. Ils s'attendent en quelque sorte avec les magistrats juste pour avoir leur pain. Et ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ça le rôle de l'avocat. L'avocat doit attirer, il doit obliger le magistrat à prendre une décision. Il doit faire des recherches. C'est pourquoi l'avocat doit se former beaucoup plus sur le magistrat. Parce que le magistrat, lui, il apprend, il s'informe sur les documents que l'avocat lui envoie. Et c'est ça qui lui permet de prendre la décision. Et c'est à partir de là, lui, il peut faire ses recherches pour compléter ce qu'il sait déjà. Ou pour approfondir une question qui se pose. Or, l'avocat, lui, son rôle est d'apporter tout ce qu'il faut pour que son client puisse être satisfait. Voilà pourquoi, en fait, c'est l'avocat qui doit obliger, comme je l'ai dit tout à l'heure, le magistrat à se former. Et si l'avocat ne le fait pas et qu'il doit attendre 18 heures,
Je parle de 18 ans parce que j'ai fait 5 ans en Côte d'Ivoire. Je suis inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis en omission. Vous voyez? Donc je suis à la fois avocat au barreau de Paris et avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Donc je sais de quoi je parle. Il faut qu'il rectifie ce comportement-là, qui que la Côte d'Ivoire ne mérite pas en fait. Vous voyez? Voilà ce que je peux dire sur la question. Pas de vérité, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est mardi 10 mars 2015. Alors cette émission a été coproduite par Comensi avec Jean Placé Seri et Ivoire 114 de l'Afrique Nouvelle avec Bola King. Et à très bientôt.